La digestion s'est bien passée? Est-ce qu'elle va continuer du coup ou pas sur cette conférence? J'espère pas. Hein. En tout cas, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Déjà, merci tout le monde d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que c'est la première fois d'ailleurs où je vais en parler, qui est ce que moi j'appelle le Key Driven ou Developer Experience. Alors, qui fait un peu de Developer Experience ici, en tout cas où c'est son travail au quotidien? Ok, donc il y a 3-4 personnes. 5. Et ben moi aujourd'hui je vais vous parler d'un truc un peu particulier parce que je pense que, enfin je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais nous en tout cas on a pris la décision d'avoir une CLI du coup qui permet justement d'améliorer cette Developer Experience. Alors je vais me présenter rapidement, alors pour faire un petit 36-15 de ma vie, même si j'ai jamais connu le Minitel, puisque j'ai 27 ans de time. Donc je m'appelle Julien Brio, donc je suis ingénieur réseau chez Deezer et je suis également bénévole au Resto du Cœur. Et puis mon pseudo qui est juste ici, hein, Johnny5, en fait c'est c'est en référence à ce robot-là, le Wally raciste des années 80. Je peux pas le présenter mieux, il s'appelle Johnny5, d'où mon pseudo. Et puis comme j'ai pas des journées suffisamment chargées, ça m'arrive de temps en temps de mixer. Alors là on voit pas très bien sur la photo, mais c'est bien moi en fait de dos et juste ici dans un festival quelconque. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un sujet qui est autour des Restos du Cœur, justement. Qui a déjà entendu parler de la plateforme des Restos du Cœur que j'ai montée là-bas? Ok, donc quand même quelques personnes. Ça tombe bien, parce que je ne vais pas vous parler directement comment dire, des restos, enfin, indirectement si, mais pas spécifique. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout l'historique des restos, même si cette année, on fête malheureusement nos 40 ans. Donc ça ne va pas être ce sujet-là. Par contre, moi j'ai eu une petite idée donc en 2022 qui a été celle de créer un cloud au sein des Restos du Cœur pour réduire drastiquement les coûts et qui s'appelle le Cloud du Cœur. Donc le Cloud du Cœur, c'est une marque qui est totalement dépendante des restos, enfin qui appartient aux restos, mais qui, comme les Enfoirés, comme les Restos du Cœur et comme plein d'autres marques, en fait, c'est une marque déposée. Donc si jamais vous êtes intéressé, j'ai donné une conférence sur le sujet, où j'en parle pendant une bonne heure, et je peux en parler même pendant 3 heures, sans trop de soucis. Alors, ce truc assez rigolo, c'est que nous, en fait, on a choisi Cloud du Cœur parce qu'on s'est dit, on va faire comme les grands, on va essayer de trouver un nom qui peut se résumer en 3 lettres, comme Amazon Web Services, Google Cloud Platform. Et donc nous, Cloud du Cœur, ça fait CDC, j'ai vu qu'il y avait une conférence en même temps qui s'appelle le CDC pour ne pas décéder. Donc je ne sais pas si c'était fait exprès, mais c'était très très bien. Alors, tout ce projet-là, en fait, il est né d'une envie et surtout d'une volonté, celle globalement de ne plus faire rimer en fait innovation avec pognon, parce que historiquement, donc les restos, à chaque fois qu'ils voulaient déployer ou créer quelque chose, ça coûtait de l'argent. Alors, pourquoi ça coûtait de l'argent? Comment dire, il faut voir que les restos, c'était 113 associations totalement différentes qui avaient besoin tous d'hébergement, donc du coup on s'est dit, on va créer cette plateforme et du coup tout le monde pourra déployer ces différentes solutions dessus et que ça ne coûte rien du tout. Et donc tout ça dans une volonté d'indépendance technologique, d'autonomie aussi qui est stratégique sur le très long terme, puisque du coup on est indépendant de n'importe quel provider. Et puis surtout en fait on essaie de partager au maximum l'expertise qui est du coup au niveau de l'équipe du Cloud du Cœur, et ça vous comprendrez du coup pourquoi c'est important juste après. Tout ça dans une optique où 1 euro est égal à un repas. Comme ça, voilà, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais ça nous a permis d'économiser des millions de repas. Grâce à notamment l'open source, donc toutes ces solutions-là qui sont utilisées au Resto du Cœur, et ça a son importance que je vous partage les différentes solutions qui sont utilisées ici, sur le Cloud du Cœur notamment, enfin en tout cas qui font tourner en partie le Cloud du Cœur. D'ailleurs, Bazoum a présenté juste avant Pulumi, nous on l'utilise énormément, Cloud du Cœur, notamment pour déployer, en fait, la CLI que je vais vous présenter utilise en fait très souvent en fait, du Pulumi derrière pour pouvoir déployer des choses à scale. Et donc nous, l'open source, c'est au-delà d'être juste une opportunité, c'est aussi une nécessité en fait. On n'a pas vraiment le choix, on a toujours cette logique de 1 euro, un repas. Et puis l'autre chose qui est hyper importante pour nous, c'est qu'on cherche au maximum à avoir des solutions qui doivent pouvoir exposer des API, dans l'objectif de justement pouvoir les automatiser. Alors pourquoi on cherche absolument à avoir de l'API? Parce que l'idée c'est quand même de rendre un service, et si on prend les cloud providers, c'est ni plus ni moins qu'exposer des services ou des ensembles de services ou juste des bouts d'infrastructure en exposant des API qui sont rendus publics aux utilisateurs. Nous en fait c'est exactement ce qu'on fait aussi.
Et donc c'est pour ça que c'est hyper important que tout ce que l'on sélectionne en termes de solutions, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs l'open source est génial pour ça, c'est que éventuellement quand une solution manque d'API, en fait il y a toujours quelqu'un qui l'a développé derrière pour pouvoir justement exposer les choses. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle justement sur le Cloud du Cœur on a décidé que tout était API. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc nous ce qu'on va gérer principalement ça va être la plateforme du Cloud du Cœur. Donc globalement c'est OpenStack. Qui tourne sous le capot avec Kubernetes. Ça va être des serveurs physiques et des data centers, donc ça c'est ce que nous gérons. Après, derrière, on va rendre en fait certains services, donc notamment les puissances de calcul, du stockage, du DNS, etc. Et en finalité, on va avoir donc, les fameux produits finaux. Donc, par exemple, dernièrement, on a hébergé la radio éphémère des Restos du Cœur, qui s'appelle Radio Resto. On a, pour la blague, je pense qu'on va devoir changer le nom parce que GPT étant une marque déposée, on a développé en interne notre propre équivalent à ChatGPT, encore une fois pour des questions de coût, et puis plein d'autres solutions. Donc tout ça, ça représente un peu plus de 10 millions de repas économisés chaque année. Donc c'est pas négligeable. Et donc le cloud, c'est pas magique, hein, c'est tout ça, c'est des serveurs principalement. Alors, nous en plus, en l'occurrence, les serveurs viennent de là où je travaille historiquement, hein, puisque c'est Deezer qui a donné toutes ces machines-là. Et alors, tous ces serveurs-là, c'est pas magique, hein, il a fallu les installer un peu à droite à gauche, et notamment, nous, comme on avait cette vision de cloud, de fournir une plateforme cloud, et là en fait on a créé ce qu'on appelle donc, des régions, un peu comme sur AWS, notamment celle qui est tombée il n'y a pas longtemps, qui a foutu Internet KO. Nous on a donc 3 régions, mais par contre, comme les restos ne sont qu'en France, il n'y avait pas d'intérêt à mettre ça ailleurs qu'en France. Donc en l'occurrence, nous l'idée c'était d'être le plus proche des utilisateurs. Donc une région c'est quoi? C'est 3 B dans 3 data centers différents dans chaque ville qui sont notées sur cette carte, hein, puisque vous avez Paris, Chartres et Marseille. Chartres étant la région, un peu comme sur GCP, vous avez la toute première région qui ensuite après il passe de région en région pour faire les montées de version. Nous c'est exactement pareil. On commence par Chartres, puis ensuite Paris, puis on termine par Marseille. Et il y a un autre sujet aussi, c'est que je me suis toujours posé la question de comment on pouvait, notamment avec le Cloud du Cœur a permis de propulser ce truc-là, mais globalement, comment on peut unir les devs et les ops efficacement. Alors, qui est ops ici, pour commencer? Ok, qui est dev? Ah, c'est génial parce que globalement, alors à ma gauche, c'est les devs, à ma droite, ce sont les ops. D'ailleurs, c'est très représentatif de globalement un petit peu comment fonctionne dans une entreprise les devs et les ops. On se mélange pas. Justement, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de pouvoir mélanger les devs et les ops, et à ce que les devs puissent faire de l'ops facilement, et ce que les ops puissent faire du dev plus facilement, on va dire, même si c'est pas toujours facile. Et donc, j'ai déjà donné 2 conférences, notamment sur le sujet, avec d'ailleurs mon collègue qui est juste là-bas, Alexis, coucou. Une sur Pulumi, donc là, format 3 heures, on a parlé de justement comment on utilisait Pulumi, alors donc, en tout cas comment je l'utilise, notamment au resto, sur le Cloud du Cœur, en quoi ça peut être utile pour des gens qui font de l'infra avec une vraie logique de dev. Et le deuxième, c'est AutoDNS, donc c'est un outil qui permet de gérer son DNS as code, de manière totalement agnostique. Le DNS étant un protocole, il n'y a pas de raison à ce que ça soit différent de déployer par exemple sur Route 53 que sur un serveur on-prem. Et donc justement, le DNS permet de répondre à cette problématique. Et au niveau du Cloud du Cœur, nous notamment, on a eu en termes d'organisation, on est passé en 2022, j'ai lancé le projet, j'étais tout seul, on est en 2025, on est en train d'ouvrir 9 B dans 9 data centers différents, avec 18 personnes. Autant vous dire que ça devient beaucoup plus compliqué à gérer au quotidien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, plutôt que... Donc on a toujours cette équipe du Cloud du Cœur, mais on va cette fois-ci faire un peu comme ce que fait... Alors c'est rigolo parce que je travaille chez Deezer, mais je vais parler d'un truc que fait Spotify, c'est les chapters. Ce que font Spotify, c'est notamment, dans une même équipe, redécouper avec des pôles de compétences. Pour éviter de créer des silos, mais c'est surtout pour que justement les gens qui ont des pôles de compétences un peu similaires puissent communiquer plus facilement entre eux, mais ça reste toujours la même équipe. Et donc on va avoir la partie SRE, la partie dev, la partie network, la partie infra et la partie sécurité. C'est des chapters différents dans l'équipe, mais en réalité, c'est toujours une seule et même équipe, celle du Cloud du Cœur. Alors il y a eu quelques constats quand même, de se dire, alors ce fonctionnement-là, il n'est pas arrivé tout de suite, hein, tout au démarrage, on était tous ensemble, mais le gros problème de ça crée des frictions. Alors j'adore les gifs.
Je vais le laisser un peu parce que celui-là il est assez rigolo. Il y a eu quelques frictions au démarrage, notamment on avait des devs qui voulaient pouvoir consommer un topic Kafka assez facilement, sauf qu'il fallait créer un ticket du coup à l'infra, enfin aux gens de l'infra côté Cloud du cœur, pour qu'ils puissent leur créer le topic Kafka et puis commencer à le consommer. Donc ça c'était un vrai problème parce que ça crée des tensions très rapidement, parce que la bande passante, sachant que tout le monde est bénévole sur l'équipe, tout le monde n'avait pas forcément le temps entre guillemets de pouvoir le faire et c'était pas encore automatisé à ce moment-là. La deuxième chose, c'est les silos. Donc au niveau de l'équipe, vous l'avez vu, il y avait la partie sécurité, infra, réseau, enfin bref. Du coup, il y a plein de silos qui se sont créés, et notamment des silos techniques. Par exemple, si vous aviez besoin de réserver un nouveau subnet pour pouvoir déployer des nouveaux serveurs, il fallait demander à l'équipe réseau. Si vous aviez besoin, par exemple, je ne sais pas moi, d'allumer un nouveau serveur qui est disponible pour des besoins réseau, il fallait demander à l'équipe infra, et ainsi de suite. En fait, vraiment les dépendances entre les différents chapters commençaient à devenir problématiques et justement à créer des frictions. Et puis un autre sujet, un autre point aussi qui était important, c'est que ça créait encore une fois plein de frictions, parce que notamment les outils en fait étaient complètement disparates. C'est-à-dire que comme je l'ai présenté, on utilise AutoDNS notamment pour le DNS, mais ce n'était pas forcément le cas des devs, ça leur parlait pas tout de suite, même si c'était aussi pour eux à l'origine, ça n'avait pas forcément trop comment contribuer. La même chose pour les éléments d'infrastructure, ils ne savaient pas non plus comment contribuer, parce que les outils d'infra, les outils de dev, c'est pas du tout les mêmes. Et donc il a fallu essayer de trouver une solution pour avoir tout au même endroit. Et puis, celui-là est aussi rigolo, il s'imprègne du savoir. Le gros problème aussi, c'est que, vous l'avez vu, il y a énormément de solutions qui constituent le cloud du cœur. Et donc, naturellement, l'apprentissage est extrêmement long. Quelqu'un qui se fait onboarder jusqu'à quelqu'un qui arrive à contribuer de manière automatique, en tout cas de manière efficace sur le projet, ça a été très long, ça pouvait être très long au démarrage, justement parce que la courbe d'apprentissage était très élevée. Donc ça crée justement ce résultat les contributions étaient très limitées au niveau de l'équipe, puisque, encore une fois, il y avait cette question d'apprentissage. En plus de ça, ce sont des bénévoles, donc le temps qui était alloué à chaque bénévole, le temps que chaque bénévole alloué n'était pas forcément idéal, en tout cas pas idéal, mais le même, et pas forcément si idéal, en tout cas pour celui qui voulait apprendre. Et puis la dernière chose, c'est qu'on avait une grosse perte d'autonomie sur l'équipe, parce que justement, vous aviez besoin, encore une fois, de cette dépendance, par exemple, à l'équipe réseau pour pouvoir créer un nouveau subnet et pouvoir déployer des serveurs. Vous aviez besoin d'une dépendance à l'équipe infra pour pouvoir consommer des topics Kafka. Toutes ces choses-là, en fait, créent naturellement de la perte d'autonomie. Et puis sans compter aussi que, parce que là c'est pour refaire un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, il y avait aussi l'utilisation massive des CLI et des YAML, des fichiers YAML. Qui YAML Engineer ici? Qui se considère YAML Engineer? Soyez honnêtes, on fait tous du YAML au quotidien. Le gros problème de ça, c'est que en fait, d'un outil à l'autre, c'est pas forcément la même chose, ça peut être complexe, très rapidement. Et donc on s'est dit, comment on va pouvoir créer un langage commun, tous ensemble, pour pouvoir contribuer, entre guillemets, tous ensemble, sans avoir à tout réinventer. Et c'est là, en fait, où tout de suite est arrivée cette idée de se créer une CLI maison, pensée, en fait, véritablement comme une interface universelle, où justement, chaque workflow qui nécessitait des dépendances spécifiques historiquement, va pouvoir être automatisé, justement, avec cette CLI que tout le monde installe sur son poste. Alors vous allez me dire, pourquoi une CLI, sachant que globalement, en fait, par exemple, un portail web aurait pu très bien faire l'affaire aussi. Déjà, le premier truc, c'est qu'on a voulu penser le truc comme quelque chose d'ouvert à tout le monde. Il fallait que ça soit installable facilement. Donc la CLI, étant donné qu'elle est portable et qu'on peut l'installer facilement, ça a été tout de suite quelque chose qui était favorisé. L'autre point aussi, c'est que ça permettait comme ça, en fait, aux devs et aux ops, naturellement, d'avoir exactement la même CLI. Et puis, il y a aussi un truc qui est quand même hyper important à noter, c'est que dans les 18 personnes de l'équipe, on est quand même une majorité d'ops. Donc demander à des ops de faire du web, c'est compliqué. Et notamment,
les ops utilisent beaucoup, en tout cas pour nous, hein, on utilise toutes nos informations qui sont liées à l'infrastructure du Cloud du Cœur, sont stockées dans ce que nous on appelle une source de vérité, qui est Netbox. Ce qui est génial, c'est qu'elle est donc déjà open source, mais au-delà de ça, en fait, elle expose des API, une REST API qui nous permet d'être consommé, de pouvoir récupérer des informations. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le coup de je veux pouvoir récupérer les subnets pour pouvoir en réserver un nouveau sans avoir besoin de l'équipe réseau, bah, si on y réfléchit bien, cette info-là est déjà stockée, mais elle n'était pas encore consommée. L'équipe réseau venait récupérer ces informations-là, mais pas avec une CLI, pas avec un automatisme, etc. Donc ce qui se passait, c'est qu'un contributeur, notamment de l'infra, il allait regarder ce qu'il y avait dans Netbox, il allait insérer les informations dans la CMDB, quand il n'avait pas pingé l'équipe réseau. Sauf que le problème, ça pouvait créer des problématiques, parce qu'il suffisait qu'il se soit trompé, bah, automatiquement, l'équipe réseau n'était pas contente. Et donc, bah, pour éviter ça, on s'est dit, bah, ok, bah, peut-être qu'il va falloir automatiser le process. Puis l'autre chose aussi qu'on a essayé de tester, mais qui n'ont pas fonctionné, donc bah, déjà le portail interne, donc la web UI, c'était difficilement applicable, puisqu'encore une fois, on n'est pas une équipe principalement de dev front en tout cas. Les documentations sont, enfin, honnêtement, les readme pas à jour, je pense que ça vous parle à peu près à toutes et à tous. Et puis au-delà de ça, il y avait aussi ce côté, bah, la CI/CD qui a tous les droits sur toute l'infra, et donc du coup, bah, d'un point de vue sécurité, ça donnait la goutte, on va dire, à tous mes collègues côté sécu. Et l'autre point, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quand même dans les différentes équipes des gens qui ont commencé à automatiser des choses, commencé à écrire des scripts de leur côté. Donc on avait des gens qui faisaient du Python parce qu'ils maîtrisaient Python, d'autres qui faisaient des jeux ST, notamment en Bash. Ne faites pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée. Et il y avait des gens un peu plus... il y avait des gens qui faisaient aussi qui faisaient du Go, notamment. Moi, pour pas citer de personnes particulières. Et donc, le problème de tout ça, c'était que bah, la team A, par exemple, allait demander allait envoyer son script, par exemple, à la team B pour lui disant, bah voilà, maintenant tu peux réserver ton IP là-dessus, mais utilise ce script. Ah, mais je l'installe comment? Parce que ça marche pas, en fait, ton truc. En plus, avec Python, donc problème de dépendance. La team C qui a envoyé son script à la team A en mode bah voilà, ce truc là tu peux l'utiliser, tiens t'es rigolo mais je suis sur Windows, comment je fais quoi? Donc bref, ça crée plein de problèmes. La syntaxe qui était alors pourquoi on n'a pas utilisé Bash? Pourtant je suis plutôt un DevOps, hein, vous l'avez bien compris. On aurait pu très bien utiliser Bash. Bon, Bash, je suis pas du tout un grand fan déjà d'une part sa syntaxe, pardon, qui est assez quand même plutôt particulière. Créer des scripts, ça devient très rapidement en fait illisible. Si vous voulez faire de l'obfuscation, c'est parfait, Bash pour ça. Et c'est assez difficile à maintenir, surtout à plusieurs quand vous devez travailler à plusieurs sur un script Bash, c'est absolument pas le truc à faire. Bon, au-delà de ça, si on rentre un peu plus dans la technique, hein, la gestion des exceptions, comme ce qu'on peut avoir en Python, c'est pas forcément un bon exemple pour ça, mais ce qu'on peut faire en Python ou même dans d'autres langages un peu modernes, bah, ça n'existe pas en Bash. Si vous voulez gérer, savoir si quelque chose s'est bien exécuté, c'est cette joyeuseté qu'il faut faire. Et puis, en fait, un tout petit oubli dans un script Bash peut entraîner des problèmes catastrophiques, enfin des choses qui sont catastrophiques sur l'infrastructure. Et c'est des choses qu'on ne veut absolument pas. Au-delà de ça, il y a aussi, encore une fois, comme je l'expliquais, tout est API. Donc il faut qu'on puisse se connecter à des API, et là, je n'ai pas fait pour. Enfin, s'il faut faire des curls dans tous les sens pour pouvoir appeler des API, c'est un enfer. Et puis, on a même eu le cas de la version Linux et la version macOS, c'est pas du tout la même. Donc la portabilité du script, c'est un enfer. Je parle même pas de Windows dans tout ça. Et puis, encore une fois, d'une version à l'autre, ça c'est lié notamment à la différence entre Linux et macOS, d'une version à l'autre, ça peut être totalement cassant. Et donc on s'est dit, politique commune, pas de script. Si quelqu'un a un script, entre guillemets, à proposer pour pouvoir automatiser quelque chose, il n'a pas lieu d'être, il doit être intégré justement dans notre CLI. Et donc, on l'a vu véritablement comme un point d'entrée unique sur toutes les actions, sur les environnements tech qu'on va avoir justement au niveau du Cloud du Cœur. Et donc, la CLI qu'on a réfléchi, qu'on a pensée, elle a été pensée surtout pour être un produit et pas simplement du tooling. Donc elle a été pensée dans sa globalité comme justement un produit. Alors, pourquoi on est passé, quels ont été les avantages et pourquoi on est passé justement là-dessus? Bah, déjà, le premier truc, c'est que c'est universel. On peut
très facilement avoir une CLI, enfin le fait d'avoir une CLI unique, on va pouvoir très facilement la faire fonctionner sur Linux, sur macOS, sur Windows, sans aucun problème. Et c'est exactement la même pour tout le monde. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on va chercher à la versionner. En fait, c'est un produit, encore une fois. Donc on va chercher à avoir un cycle de release, etc., que je vais vous présenter juste après. On va chercher à la versionner, et la version va être affichée directement dans un CLI, chose que vous n'avez pas forcément dans un script. Ou alors souvent c'était mis en header, enfin bref, c'était pas forcément très joli. Et surtout contextuel. C'est-à-dire que cette CLI va refléter globalement la stack et les usages réels de votre stack. Alors, on s'est dit, bah ok, du coup, on est à peu près tous d'accord sur le fait de partir sur une CLI au niveau de l'équipe, ben on va utiliser quel langage? Et donc nous, on est parti sur Go. Qui fait du Go ici? Qui aime bien faire du Go? Il y a un peu moins de bord. Bon, l'avantage de Go, globalement, c'est que justement, bah, ça nous permet d'être cross-platform très facilement. Hein. Coucou les GoOS et GoArch, les variables à passer pour pouvoir builder d'un OS à l'autre très facilement. La simplicité de la syntaxe aussi qui a grandement facilité l'adoption, on va dire, de Go au niveau de l'équipe. Pour les gens qui faisaient du Bash, étonnamment, ça leur a pas trop fait peur de voir du Go. Et puis c'est totalement adapté pour créer une CLI. Et d'ailleurs, Go à l'origine a été pensé comme ça. Hein. C'était l'idée de faire des petits outils. Bon, on a décidé de faire des orchestrateurs avec, ça c'est une autre histoire. On aurait pu se dire, bah, d'ailleurs, qui fait du Rust ici? Un peu moins. Pour les gens qui font du Rust, alors moi je suis un fervent défenseur de Rust, j'adore Rust. J'aurais énormément aimé faire du Rust. Le problème c'est que le board checker et le compilo, globalement, il passe son temps à vous insulter. Et ça, dans l'adoption, c'est pas forcément idéal. Surtout quand vous avez une équipe d'ops, principalement, qui fait du dev, parce qu'au démarrage c'était plus une contrainte qu'autre chose, puis après ils vont finir par apprécier. Si vous lui remettez un compilo qui les engueule en permanence, ça ne marchera pas. Et donc, c'est ce que j'expliquais, donc la complexité pour des non-devs, donc des ops, et puis il y a surtout moins de lib sur Rust, hein, ça c'est un truc qu'on voulait, c'est qu'on ne voulait pas spécialement réinventer la roue, et notamment en Rust, bah, il y a quand même beaucoup moins de lib qui sont disponibles. En Go, il y a un truc qui est hyper intéressant, notamment pour créer des CLI, c'est Cobra. Cobra, c'est utilisé... vous l'utilisez très certainement au quotidien sans vous en rendre compte. C'est ce qui fait la CLI de Kubernetes, c'est ce qui fait la CLI de la GitHub CLI, c'est ce qui fait la CLI de Docker, c'est ce qui fait la CLI du Go, et d'ailleurs c'est le créateur du Go qui a créé ce truc-là. Et donc nous on l'utilise là-dessus, notamment parce que ça a une UX qui est ultra soignée, qui nous permet d'utiliser des alias. Donc plutôt que de taper des commandes à rallonge, bah, en fait l'avantage c'est qu'on met juste une lettre à chaque fois, et donc ça nous permet d'être ultra rapide. Et puis ça nous permet surtout de structurer la CLI. Donc voilà un petit peu comment, pour créer une CLI avec Cobra, c'est vraiment pas très compliqué, puisque vous avez juste à récupérer le projet, créer le projet, pardon, ça vous crée votre commode, et ensuite après créer toute la structure, et vous allez pouvoir comme ça exécuter votre CLI, qui est tout de suite fonctionnel. Donc il fournit une CLI pour créer une CLI. CLI-ception. L'autre point qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir ajouter des sous-commandes avec la CLI sans avoir besoin de coder à chaque fois ou faire des copier-coller pas forcément très propres. Il fournit en fait tout l'outillage justement pour recréer des CLI très facilement. Et donc nous on aime beaucoup Cobra parce que ça nous permet d'avoir des commandes qui sont verbeuses. J'ai mis un exemple par exemple avec Netcat où vous avez des tirets avec plein d'options, donc c'est absolument pas ce qu'on voulait. On voulait quelque chose qui soit tout de suite explicite, et donc c'est pour ça, le côté verbeux notamment par exemple de Kubernetes, enfin de kubectl, c'est ce qu'on a essayé d'appliquer aussi ici parce que c'est ce qu'on veut. Un autre truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire rajouter des tâches en pré-run, run et post-run, donc avant, pendant et après exécution de la commande. Donc ça permet d'automatiser aussi très facilement l'exécution de toute la commande. Alors on avait besoin de structurer tout ça, et donc en Go, pour ceux qui font du Go, ils savent très bien que Go ça peut très rapidement être le bordel et qu'il n'y a officiellement pas vraiment de structure standard. Et là, il y a un projet qui existe en tout cas qui fournit une structure qui s'appelle le Go Project Layout. Et donc nous on est parti là-dessus comme un standard, en tout cas on suit ce standard-là pour les différentes commandes, pour la structuration du code de notre CLI.
Au niveau des libs, on va utiliser des libs externes, mais on va aussi utiliser alors, des libs qui peuvent être globales à toute l'infrastructure, à toute la CLI, mais on va aussi avoir des libs qui sont spécifiques aux équipes. Donc c'est-à-dire que les scripts qu'ils avaient historiquement, ils en ont fait une lib qui est ensuite appelée par la CLI, mais ils gèrent que cette lib. Donc ça c'est hyper important aussi, c'est ce côté extrêmement versatile. Le point aussi que nous on utilise beaucoup, parce qu'en fait la CLI nous permet notamment d'initialiser, et vous le verrez juste après, par exemple toute la structure d'un nouveau dépôt Terraform ou Ansible, ça en fait Go, depuis la version 1.16, permet avec les Go Embedded de pouvoir intégrer directement des fichiers à la compilation dans le binaire, et donc après vous allez pouvoir en fait les générer et puis créer toute une structure facilement. Le moteur de templating aussi, le GoTemplate, qui est vachement utilisé chez nous, notamment lorsque l'on crée cette structure de projet Ansible, on va forcément lui donner en param deux, trois choses, et ça va venir modifier quelques fichiers automatiquement. On s'est dit aussi que pour que ça puisse fonctionner, il fallait une commande, une équipe. Enfin, une commande en tout cas par équipe. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau des chapters, ce qui se passe, c'est que si on regarde bien, on a commode, donc ça c'est pour toutes les tâches qui sont communes à tout le monde, mais après on va avoir en fait les commandes qui sont liées à des différentes équipes, avec l'ownership de chacun, bien évidemment, enfin chaque équipe a l'ownership entre guillemets de sa commande et de ses sous-commandes, mais ce qui se passe, c'est que toutes les tâches, justement, sont liées à ces différents fichiers. Alors là, normalement j'ai un exemple justement d'une commande d'une équipe. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est tout petit, j'en suis désolé. Voilà, là par exemple on a la commande pour l'équipe infrastructure, là il est en fait exposé les actions sur tous ces éléments-là. C'est-à-dire qu'une autre personne d'une autre équipe peut faire des actions là-dessus. Ça va juste envoyer validation, notamment sur Slack, à une personne de l'équipe infra si c'est OK. Mais globalement, elle va pouvoir faire les actions directement sans avoir besoin d'embêter une personne de l'infra. Alors, une commande aussi, une fonction. Je vous ai montré la commande de l'équipe, mais il y a surtout la commande d'une fonction. Là, par exemple, la commande en question, ça va être de pouvoir lister les devices qu'il y a sur un site donné. Eh bien, si on prend l'architecture du code, on va avoir tout en haut les appels aux différentes libs, qu'elles soient extérieures ou pas. On va avoir la déclaration de la commande et surtout le code de la commande, à proprement parler, et puis les différentes options. Donc ça, c'est hyper cool, parce que c'est toujours structuré de la même manière. Et donc voilà un petit peu en action ce que ça peut donner. Donc là, en l'occurrence, la documentation est hyper importante pour nous, parce que si vous regardez bien, on va avoir des alias, donc ça c'est pour pouvoir aller plus vite en tapant la commande, mais on va avoir surtout des exemples. Et donc dans la doc, d'avoir les exemples plus ce lien de la documentation, c'est hyper pratique. Alors si je prends d'autres exemples d'actions, on va avoir là par exemple la possibilité de lister les machines, tout le bar métal qui est allumé, savoir s'il est allumé, éteint, ça n'importe quelle personne de l'équipe peut le faire. La possibilité aussi de lister tous les serveurs qu'il y a sur un site, la possibilité de lister tous les subnets, bref, globalement, tout est accessible à tout le monde. En tout cas, au niveau de l'équipe du Cloud du Cœur. Pour les consommateurs sur Cloud du Cœur, c'est un peu différent. Un autre truc, c'est qu'on utilise tous Git, puisqu'on fait un truc, je pense que tout le monde l'utilise au quotidien, c'est notamment de la gestion as code de son infrastructure. Qui ne fait pas de la gestion as code ou fait de l'infra de console? Personne. Très bien. Et donc nous on utilise Git historiquement, enfin tous on utilise Git. Et donc ce qui se passe, c'est que au démarrage on avait des commits et des noms de branches qui n'étaient pas du tout standardisés. Donc du coup chacun y allait un peu de ce qu'il voulait mettre, on va dire, dans ses commits, dans ses merge requests, dans ses branches. Et donc ça c'est encore une fois un truc que la CLI permet de faire, c'est dans la partie commune, on va dire à toute l'équipe, c'est de pouvoir initialiser une branche en fonction d'un nom de ticket. Donc ça va récupérer le ticket, ça va créer la branche avec une structure particulière. Ça va formater aussi automatiquement la merge request avec un nom qui est commun avec tout le monde, avec le nom du ticket, le lien vers le ticket, enfin ce genre de choses, puisque tout ce qu'on fait est tracé par ticket. Ça va aussi permettre dans les commits d'avoir qu'est-ce que c'est, si c'est un clean, si c'est un ajout, si c'est du refacto, etc. Et tout ça en fait est formaté obligatoirement par la CLI. Donc en fait la CLI vient aussi wrapper Git. Donc en fait on fait plus de Git add quelque chose, on fait un cdctl Git quelque chose.
pour pouvoir, alors d'ailleurs on a un alias pour ça maintenant, puisque les commandes en fait sont très proches, on a un alias donc, pour pouvoir wrapper Git et avoir ce formatage. On essaie de documenter au maximum pour transmettre toutes les informations au niveau de la CLI, puisqu'elle est centrale en fait sur la contribution au niveau de l'infrastructure et au niveau de l'équipe, pour que tout le monde soit d'accord. La première chose, c'est qu'on utilise Mango, Mango, qui est en fait une lib qui nous permet notamment via le code, via la lib Cobra, de pouvoir générer automatiquement la man page. Donc on n'a pas à s'en occuper, c'est au build, c'est ce projet-là en fait qui s'en occupe en fonction de ce qu'on a mis dans les différents paramètres de la commande, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les alias, les options, etc. Il récupère tout et il crée la man page en considération. La documentation, elle est intégrée directement dans les commandes. Ça a échappé à personne, mais si vous prenez kubectl, c'est exactement la même chose. En fait, vous pouvez afficher l'aide en permanence, donc ça c'est hyper pratique. Et un autre truc qui est assez pratique aussi, c'est que vous avez la possibilité d'expliquer le fonctionnement d'une équipe en particulier en faisant un cdctl, le nom d'équipe, explain. Pour ceux qui préfèrent des interfaces, on utilise un projet qui est issu notamment du monde Rust à l'origine, qui est MDBook, qui nous permet, donc pareil, encore une fois, on build automatiquement la documentation visuelle cette fois-ci, pour les gens qui aiment moins un peu la CLI, la documentation. On build automatiquement et on versionne, donc comme je l'ai dit, comme c'est un produit à part entière, cette ligne de commande, il faut aussi pouvoir la versionner, il faut pouvoir la publier. Et donc on utilise GoReleaser, qui est un projet, encore une fois, qui est très utilisé dans le monde Go, notamment, alors chaque personne va pouvoir publier, on a différentes branches, stable, testing, etc. On va pouvoir comme ça publier notre code, ensuite après on va le builder avec GoReleaser, et GoReleaser va nous faire automatiquement le build sur toutes les plateformes, plus les packages dev, plus les packages RPM, plus les packages macOS aussi. Il va prévenir les gens sur Slack pour leur dire coucou les gars, mais il y a une nouvelle version de la CLI qui vient de sortir, donc ça serait bien que vous puissiez l'utiliser. Et puis aussi, il va envoyer automatiquement une notification dans la CLI. Lorsque vous allez l'utiliser, en fait, on va pouvoir savoir s'il y a une nouvelle version qui est disponible, parce qu'on vient récupérer en permanence les versions qui sont côté GitLab. Donc ça, tout ça, c'est possible notamment grâce à GoReleaser. Bon, classique, pour le versionning, on utilise le semantic versionning, major, minor et les patchs. Pour le déploiement de la CLI, pour les gens qui sont sur Linux, c'est un peu plus embêtant, mais par contre, pour les gens qui sont notamment sur macOS, on utilise Jamf. Et puis, on a du Docker et on met à disposition les packages dev pour l'installation de cette CLI. On a même nos propres repos en interne, donc en fait, quand ils font un apt update, ils voient tout de suite la nouvelle version disponible. Un truc qui est intéressant, c'est que c'est pareil, l'onboarding d'une nouvelle personne se fait via la CLI. Donc globalement, l'onboarding, ça se résume à comment installer et utiliser la CLI, le helper, comme on appelle ça en interne, le helper du Cloud du Cœur. Et tout ça, ça leur permet notamment de configurer l'environnement, donc les points kubeconfig, la partie Ansible Vault, la partie OpenRC, donc qui est liée à OpenStack, les différentes variables d'environnement, tout ça, c'est la CLI en fait qui génère automatiquement son environnement. Et puis aussi qui permet de vérifier ce qu'on appelle nous les contraintes, donc ça va être de vérifier que localement vous avez bien toutes les dépendances pour pouvoir contribuer sur le projet. Donc là par exemple, la CLI elle vient vérifier que j'ai bien Go, j'ai bien Python, j'ai bien globalement toutes les dépendances pour pouvoir contribuer. Alors il y a quelques pièges, on a eu quelques pièges et on a appris plein de trucs à faire ça. Alors le premier, ça a quand même coûté un peu, alors notamment en temps, le fait de réécrire les scripts pour les porter de Python à Go, mais le porter de Bash à Go, je peux vous assurer que c'est un enfer. Mais une fois qu'on l'a fait, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile après aussi pour automatiser les workflows et faire en sorte que quand il y a quelque chose qui est demandé, après par exemple ça ping Slack, ce genre de choses. Une fois que c'était fait, c'est quand même du temps gagné. L'autre point, c'est de former les gens. Alors nous, au resto, on a un format, ce qu'on appelle les share sessions. C'est un format qui dure entre 15 à 30 minutes, où l'idée, c'est de partager des informations sur un sujet précis. Et donc là, en l'occurrence, on a régulièrement des share sessions sur justement la CLI avec les nouvelles updates. C'est une fois toutes les 2 semaines. Alors c'est pas forcément toujours ça le sujet, mais très régulièrement, en fait, dès qu'il y a des nouvelles grosses features qui sont rajoutées par des personnes de l'équipe, automatiquement on les présente. Et comme ça, c'est public.
Et puis ça nous a permis, enfin il a fallu aussi gérer les ruptures, parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très amoureux de leur Python, de leur Bash, et leur expliquer que va falloir refaire les choses en Go. Ça c'était très dur au démarrage. Ils y ont compris tout de suite l'intérêt lorsqu'ils ont vu que ça marchait pas sur les autres postes, et que Docker c'était pas forcément le truc le plus léger non plus pour ce genre d'usage. Et donc ça il a fallu le gérer, donc ça a pris un peu de temps, mais on y est arrivé. Donc ça nous a permis, tout ça, d'avoir un format unique pour tout le monde, parce qu'en fait on a une gouvernance des commandes qui est appliquée, qui est unique à tout le monde. Cette gouvernance elle est facile, hein, c'est un format qui est unique à toutes les commandes. Si je prends par exemple cette commande, on va avoir en premier lieu l'équipe, ensuite l'environnement sur lequel on va agir, et en toute fin l'action qu'on va faire. Et c'est ça à chaque fois. Donc si on veut réserver un subnet, c'est exactement la même logique avec une autre commande, bien évidemment. Si on veut commander un cluster, un topic sur un cluster Kafka, c'est pareil, c'est toujours cette même logique. Alors on a essayé d'axer aussi l'importance sur le user experience, parce que les scripts Go et les scripts Bash, les options, la manière dont était affichée la help page, en fait, c'était absolument pas la même. Donc c'était aussi ça qui était hyper important dans ce projet, c'est que ça nous a permis d'avoir une UX en fait qui est totalement identique, peu importe l'équipe. Alors on a donc les stratégies d'adoption, notamment la communication, le support et les démonstrations. Donc les démonstrations, c'est ce que je vous expliquais, c'est notamment via les share sessions, mais on a aussi la communication qui est faite donc, via les canaux Teams, via les canaux Slack, pardon. Et puis le support, hein, on a un channel Slack qui est dédié au support justement de la CLI. Donc s'il y a un problème qui est rencontré ou autre, soit il crée une issue directement sur GitLab, soit au pire il nous envoie un message sur le chat, et puis ça nous permet de corriger en conséquence. Le résultat de tout ça, il y a moins de friction, les gens sont beaucoup plus autonomes, les devs et les ops parlent tous le même langage, donc c'est génial. La CLI est vue comme un symbole de confiance, puisque chacun peut contribuer, peut comprendre et agir sans avoir de problématiques, puisque tout est intégré dans une seule et même CLI. Ça nous a permis d'uniformiser énormément en fait, tout ce que l'on faisait, et donc naturellement aussi de développer la confiance qui était derrière tout ça. Donc pour en conclure, hein, la CLI en fait, ça peut être vu comme un levier d'alignement et pas juste un outil. Donc c'est tous les planètes alignées. Donc ce qu'on a construit, c'est pas juste une interface, c'est un langage commun, puisque tout le monde utilise le même. Et ma petite question, c'est, et vous, quel serait votre CLI, entre guillemets, pour votre équipe, maintenant que je vous ai présenté ça? Si jamais vous avez des questions, ça va être le moment, et surtout si jamais ça vous intéresse, on recrute au niveau du Cloud du Cœur, notamment des devs, pour pouvoir améliorer cette CLI. D'ailleurs, on a prévu de l'open sourcer, puisque là on est en train d'essayer de sortir tous les bouts, entre guillemets, où il y a encore des choses qui peuvent être internes au Cloud du Cœur, mais on va l'open sourcer pour que ça puisse donner aussi des idées éventuellement à d'autres entreprises, des entreprises, ou même à vous, éventuellement, de créer la vôtre. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, et je vous remercie. Il y a des questions. On a pas mal de temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Bonjour. Une question sur la gestion des droits. Est-ce que cet outil-là aujourd'hui est utilisé juste par les 18 personnes dont tu parlais, qui ont tous les droits, ou est-ce qu'il peut également y avoir des gens un peu plus externes, genre des devs complètement clients qui n'ont accès qu'à certaines fonctionnalités? Alors la question est hyper intéressante parce que actuellement, et c'est un sujet actuel qu'on a en cours, historiquement c'était utilisé que par l'équipe du Cloud du Cœur, donc très limité au scope du Cloud du Cœur. Ce qu'on est en train de développer pour justement pouvoir l'étendre à des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'accéder à ce que je peux allumer un serveur ou à ce que je peux lister les serveurs qui sont disponibles sur un site. En fait, on développe un web service qui est juste devant, qui lui en fait va faire l'écho aux différentes applications. Et donc ça va nous permettre d'ici de gérer la partie ABAC, notamment pour les utilisateurs. Donc, j'en ai pas parlé ici parce que en plus c'est d'ailleurs la première fois que je donne cette conf, donc il y a encore plein de choses que je vais pouvoir rajouter avec le temps. Mais notamment on utilise Viper qui est une lib Go qui permet de gérer qui permet de faire de la gestion de fichiers de configuration. Et notamment, donc actuellement, tout est stocké du coup dans un fichier de configuration pour les environnements. À terme, plutôt que d'avoir
une clé d'API pour tel ou tel service, ça sera juste une clé d'API pour ce web service. Et ensuite, après, en fonction du rôle que tu vas avoir, bah, tu auras accès ou pas aux différentes solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, est-ce que vous avez exploré la piste des TUI? Oui, alors je ne l'ai pas présenté ici, mais effectivement, alors les commandes, alors il y a certaines commandes qui sont utilisables uniquement TUI. Par exemple, s'il faut redémarrer un serveur, si tu spécifies pas le nom du serveur par défaut, il va en fait il va t'ouvrir automatiquement une TUI. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, et c'est pour ça que la remarque est très bonne. Les commandes où il n'y a aucune option qui est passée, où il n'y a aucune valeur par défaut qui est prise aussi en compte, et automatiquement ça déclenche une TUI avec des questions à chaque fois, obligatoirement. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, si un utilisateur veut accéder au log, donc venir souscrire au flux de log pour un serveur donné, il peut le voir en CLI en direct dans la TUI où il voit ses logs en direct, puisque ça c'est disponible pour tout le monde. Et donc effectivement, là on a la TUI là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Merci pour cette présentation très intéressante. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que tu fournis aux équipes des bonnes pratiques, par exemple l'idempotence pour les commandes ou des tests à rajouter? Ouais, alors effectivement, l'idempotence pour les commandes, pas forcément, parce qu'il y a plein de choses, en fait, on affiche juste de l'information, donc c'est pas obligatoire. Par contre, les tests, c'est obligatoire, c'est-à-dire que c'est aussi un truc que j'ai pas intégré dans cette présentation, mais qui est un truc qui est devenu obligatoire, qui n'était pas avant. C'est que sur des scripts Bash ou des scripts Python, alors sur du Python ça va, mais sur du Bash c'est beaucoup plus difficile à tester. Bah là, l'avantage avec le Go, c'est que c'est un truc qu'on a amené, c'est de tester toutes nos commandes. Tout ce que l'on fait, notamment on a plein de choses qu'on vient moquer au niveau de l'API pour faire nos tests. Donc ça c'est aussi un truc qu'on a amené justement avec la CI. Il faut voir véritablement qu'elle est vue comme un produit. Hein. Donc effectivement ces choses-là sont ajoutées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a du temps. Il y a une question devant. Merci déjà, c'était super intéressant. Moi j'ai une petite question parce que tu as évoqué le fait que vous veniez de rapper des commandes Git. Peut-être que vous faites ça avec d'autres outils. Est-ce que ça, des fois, ça crée pas de la friction si par exemple il manque une sous-commande qui n'a pas déjà été intégrée à la CLI, ou peut-être que vous avez d'autres manières de gérer ça? Alors, est-ce que ça crée de la friction? Pas vraiment, parce qu'en fait, il faut voir que le flux Git, le workflow Git qui est utilisé actuellement est ultra basique. C'est globalement, je fais mes checks sur mes merge requests et j'applique en merge sur main, donc c'est ultra basique. Donc non, on n'a pas vraiment de soucis là-dessus. Non, honnêtement, en fait, ça se passe plutôt bien actuellement. Et au pire des cas, c'est déjà arrivé, effectivement, il manquait des commandes, notamment le fait de pouvoir revert un commit, ce genre de choses. C'était pas prévu dans la CLI. Alors, tu peux toujours utiliser Git, donc derrière, tu peux quand même utiliser ta vraie commande Git. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne en question qui avait besoin de ce truc-là, bah, il a écrit la commande. donc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez me laisser un avis sur OpenFeedback si jamais ça vous tente. Il n'y a rien à gagner. Merci beaucoup et puis à bientôt.